bonjour. Je choisis de vous montrer 10 travaux de mes dernières 3 années. C'est des vidéos que j'ai fait de mon propre travail, comme un touriste qui visite le Tour Eiffel. Ces vidéos n'ont pas de prétention artistique, donc je le fais depuis un certain temps. Je trouve que c'est un bon moyen, les vidéos, pour se rendre compte de ce qu'on a fait et pour communiquer aux autres ce qu'on a fait. Les vidéos, ils ont pas de son, comme Joël a dit. Je veux le commenter. Si vous avez tout de suite une question sur une des vidéos ici présentées, vous pouvez m'interrompre tout de suite, vous pouvez poser la question. Sinon, je suis à votre disposition après pour répondre aux questions éventuelles. On peut éteindre la lumière. Ça, c'est le dernier travail que je fais. Il est inauguré il y a 2 semaines. Le travail s'appelle Critical Laboratory, un laboratoire critique. Il a été montré dans une exposition de groupe en Suède, à Umeå. L'exposition s'appelle Mirror's Edge, ça veut dire le bord du miroir. C'est un laboratoire. J'ai voulu faire un laboratoire critique, c'est-à-dire je voulais faire un espace où quelqu'un a essayé de chercher et de trouver une opinion critique, une position critique. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai essayé de relier ensemble. J'ai essayé de comparer ce qui n'est pas comparable. Par exemple, des textes de philosophes avec des journaux de mode, des plantes, des vrais et des faux, avec des images d'actualité. Quand je fais une exposition, j'essaye toujours de partir de quelque chose pris de la réalité. Ici, la photo montre un laboratoire clandestin d'ecstasy. C'est-à-dire quelqu'un dans le sous-sol a fait un laboratoire pour faire des produits interdits ou pas interdits et il travaille dans l'urgence et dans le moment. C'est ça qui me donne les formes de mon travail. Dans mon travail, il y a souvent ce que j'appelle les vidéos intégrées. C'est-à-dire, ce sont des vidéos que je fais spécialement pour ce travail-là et qui n'ont pas d'autres possibilités d'être montrées que dans ce travail. Ces vidéos sont juste là pour donner du temps, pour donner un mouvement. Souvent, il n'y a pas de son. Et surtout, toujours, c'est que des vidéos qui sont montrées avec l'écran télé. Ici, j'ai intégré dans mon travail des textes de Manuel Joseph, qui est un jeune écrivain français, qui a spécialement écrit pour ce travail des textes par rapport à une position critique qu'on peut avoir. On les a traduits en anglais et je les ai mis sur les tables. J'ai essayé de créer des formes ou de emprunter des formes qui donnent cette atmosphère d'un laboratoire. La lumière était très rouge, comme dans un laboratoire photographique, et en même temps, la lumière rouge permet de donner un aspect dématérialisé des choses. J'ai voulu faire quelque chose comme une coupe dans un cerveau, c'est-à-dire un espace qui n'a pas un temps. Ce travail s'appelle Sculpture directe. Il a été montré dans une galerie Chantal Crozel à Paris. Ce qui m'a intéressé ici, c'est de faire une sculpture d'après un modèle. D'après le modèle qui est à Paris, ce qu'on appelle aujourd'hui la sculpture de Lady Di.
Ce qui m'a intéressé, c'était qu'il y avait une sculpture à Paris qui était posée sur un tunnel entouré de 3 routes dans un endroit très ingrat. Et en fait, la sculpture était la réplique de haut de la flamme de liberté. Il se peut qu'à un moment donné, donc il y a 2 ans, Lady Di, elle meurt à l'endroit presque précis de cette sculpture, c'est-à-dire en dessous, dans le tunnel. Et les gens se sont appropriés cette sculpture et ont mis de cette sculpture, donc avec la flamme de liberté, un monument, un mémorial à Lady Di. Ce qui me plaît là-dedans, c'est une rencontre de quelque chose qui est imposé, le pouvoir, dit, comme ici, vous voyez la sculpture, une photo de cette sculpture Lady Di sur le pont d'Alma. Donc, une rencontre entre à la fois cette sculpture imposée dans cet endroit et un événement que j'appelle un événement venant d'en bas, un événement du cœur, et les gens se sont appropriés ce sculpture et ont fait leur sculpture. Et c'est ce mouvement, cette rencontre entre à la fois le mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas, j'appelle ça un monument juste. Pour moi, c'est devenu un monument juste. En dehors des questions par rapport au monument, par rapport à l'esthétique. Et j'ai essayé, dans la galerie, dans un espace donc à l'intérieur, faire un monument juste. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, baisser le son parce qu'il n'y en a pas sur la casette? Merci. Le spray, j'ai sprayé toute la sculpture. Pour moi, le spray, ça vient de la collectivité. Pour moi, le spray représente la collectivité, représente le non-copyright. Le spray, on a cru qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça sera fini. Mais ça ne sera jamais fini, d'autant plus que, je pense, le spray reste un des seuls vraiment signés au mur qu'on peut reconnaître. C'est pour ça que je l'ai introduit dans mon projet même. Stop. Effectivement, les textes, évidemment, dans la vraie sculpture Lady Di, étaient des hommages à Lady Di, genre « Je vous aime, Lady Di »,« Only the good die young », etc. Et moi, j'avais mis, dans mon sculpture, j'avais mis des textes de vulgarisation des problèmes du monde. Par exemple, le racisme, le manque d'eau, l'inégalité homme-femme, etc. Ok, s'il te plaît. Ça, c'est World Airport, Flugplatz Welt, dans la section Apertuto à Venise. Ici, il y avait un très grand espace, 500 mètres carrés. Et ce qui m'a fait travailler ici, c'était ce que je ressentis. À la fois, ce qu'on appelle la globalisation, avec la pensée numéro 1, avec l'emprise économique partout au monde, et en même temps, ce que je ressentis comme la macroisation, c'est-à-dire l'éparpillement, les guerres de plus en plus locales, des choses qui arrivent, qui concernent en fait vraiment physiquement de moins en moins de gens et qui sont que transportés par les médias. Je pense à la guerre du Golfe. C'était la première guerre globale, pas mondiale, parce qu'il concernait très très peu de gens finalement. Et surtout, ceux-là qui ont souffert étaient que d'une côté. Et j'ai voulu, avec un travail très complexe, montrer ce que je ressentis. C'est à la fois ce mouvement, cette énergie globalisation et cette énergie macroisation et la complicité réciproque. Si, ici, une image qui est prise d'un vrai atelier d'assemblage d'avions,
Ce qui m'a fait faire ce travail tellement grand aussi, ce n'est pas tout en coup devenir quelqu'un qui fait des projets monumentaux. Parce que même si mon travail est grand, comme ici, il n'est jamais agrandi. Tous les éléments que je fais à la main. C'est-à-dire, s'ils sont grands, ils sont agrandis à la main. C'est presque un procédé anachronique. Je veux avec ça surtout ne pas intimider, et je veux rester fidèle aux matériaux que je choisis, c'est-à-dire le carton, le plastique, le papier aluminium, des éléments découpés dans des journaux, parce que pour moi, c'est des matériaux que tout le monde connaît et utilise, même s'il ne fait pas de l'art avec. Pour moi, c'est très important, si je travaille avec du scotch ou si je travaille avec des néons, qu'il n'y a pas des questions de cuisine. Donc, il n'y a pas une question comment c'est fait. Ces questions matériaux, tout de suite, est évident et clair. Et la question doit se porter à autre chose, au contenu. Je veux aussi que le spectateur est complètement pris dans mon travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas de recul. C'est pour ça que c'est souvent très encombrant. Ça, c'est un travail dans l'espace public. Ça s'appelle Spinoza Monument. C'était dans une exposition de groupe à Amsterdam, dans le Red Light District, près de la gare. Ici, j'avais voulu faire un monument à Spinoza, le philosophe Spinoza. Spinoza, parce que d'abord, il est né à Amsterdam, donc ça, c'était quelque chose de très évident. Et en même temps, Spinoza, que j'admire pour sa logique, sa philosophie logique, même si je ne comprends pas un tiers. Et j'ai voulu faire un monument à lui parce que je trouvais qu'il avait réfléchi sur des termes très simples et qui étaient termes très actuels, notamment desire et pleasure, désir et plaisir. Et je trouvais c'était aussi juste de le montrer dans ce Red Light District, ici, Amsterdam, ces notions que, en fait, tout le monde a dans la tête, qui déambulent aussi, le désir, le plaisir, et j'ai voulu donner une possibilité au spectateur, ou celui-là qui passe, d'avoir une autre approche à ce terme, à ces éléments. Ici, une photo avant que j'ai mis mon travail, c'était tout simplement un parking. Ici, il y avait une grande benne avec des poubelles. C'est toujours très important, si je fais une intervention dans un espace public, le choix de lieu, le choix. C'est-à-dire, c'est des lieux, j'appellerais ça des non-lieux, des lieux non stratégiques. Ici, par contre, ce qui était important, c'était en face d'un sex shop, et donc ce qui me permet très modestement d'établir un rapport que j'appelle un rapport juste avec celui-là qui tenait le sex shop, parce que j'avais besoin de l'électricité, et donc il me l'a fourni, et il y avait un rapport très simple, très pragmatique qui s'est installé parce qu'il m'a fourni l'électricité. Parce que, évidemment, pour moi, faire un projet dans l'espace public, ça veut dire un projet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce projet-là restait dehors pendant 14 jours. Il était fait en carton, bois, couvert avec des sacs plastiques, avec plein d'informations sur Spinoza. Il y avait des livres, et même une vidéo intégrée qu'on a pu consulter. Il était surveillé ? S'il vous plaît ? Ouais. Non. Justement, oui. Important, quand moi évidemment, ça ne demande pas de surveillance. Ce que ça demande, quand moi je fais des projets comme ça dans l'espace public, ça demande qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que chaque jour, il faut passer pour voir comment ça va, est-ce qu'il faut éventuellement changer quelque chose, est-ce qu'il faut changer la lumière ou enlever quelque chose qui a été ajouté ou des choses comme ça. Il faut juste s'en occuper. Moi-même, sans le provoquer, je pense, s'il y a des interventions dessus, c'est un signe de la vie, il faut l'accepter. Je pense par contre, en faisant des sculptures comme celui-là, qui en soi
en tant que elle-même, avec des matériaux donc, que j'appelle des matériaux de faibles, et qui portent pas de, pour moi, pas de potentialité de se défouler dessus. Il n'y a pas, ou je n'avais jamais rencontré de grands problèmes, ni par rapport aux intempéries, ni par rapport aux violences. Oui, merci. Ça, c'est un projet qui est en fait une commande. C'est dans l'université de Zurich, en Suisse. Il y a un nouveau bâtiment qui est le bâtiment de qui est le bâtiment de la recherche sur le cerveau. Ils ont fait un nouveau bâtiment et il faut 1% de la somme est consacré à l'art. Il y avait un concours, ils ont choisi mon projet. Mon projet est un work in progress projet, c'est-à-dire il y a je proposais sur 4 ans faire 8 kiosques, 8 petites maisons d'information. Et ces maisons, ils changent tous les 6 mois. Il y aura un autre dans la hall d'entrée de cet immeuble. Ici, c'est le Ingeborg Bachmann Kiosk. Ça veut dire, kiosque, c'est un lieu où les gens peuvent aller et s'informer sur cette personne. Et les choix des 8 personnes étaient un choix très personnel à la fois de moi, parce que j'aime leur vie et leur travail. Et en même temps, je pensais, ces gens, pour moi, ils ont fait des recherches très poussées, des recherches dans le domaine artistique ou dans la poésie. Et je pensais, les gens qui font dans l'Institut des recherches très très poussées dans le domaine scientifique, je pensais... parenthèse, ici c'était le premier kiosque, il restait 6 mois, et ce qu'on voit en image animée, là, en vidéo, c'est donc déjà le deuxième kiosque. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est que les gens, à la fois, saisissent une présence, un objet, comme un kiosque dans un hôpital ou un kiosque dans une gare, même si on n'a pas besoin d'y aller dans le kiosque pour acheter des cigarettes ou un journal, on saisit la présence, il y a quelqu'un qui est là. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé ce projet de kiosque. Évidemment, pour moi, c'était très important le choix esthétique, c'est-à-dire qui de soi-même impose une pensée à la précarité des choses. C'est-à-dire pas que ça ne s'installe pas dans la durée, que c'est quelque chose de précaire. Et je pensais aussi que ici on voit les gens de l'Institut qui viennent, chaque fois je fais un petit pot, et donc les gens, ils viennent ici et ils prennent connaissance du nouveau kiosque. Et donc, ce que je trouve important, c'est qu'après 4 ans, ces gens, ils n'ont plus à se confronter à l'œuvre d'art, il a tout simplement disparu. Et en même temps, je le pense, il n'aura pas totalement disparu, parce que l'idée est plus importante, qui j'espère, continue de vivre dans les têtes des chercheurs. Ce projet, évidemment, avait pas mal retrouvé des résistances, surtout à cause du proposition esthétique. Mais je pense, après 8 différents kiosques, ces questions peuvent être transposées sur un autre domaine. Les pièces sont détruites après ? Pardon ? Effectivement, dans la mesure aussi, ça c'est une commande comment on appelle, du canton, de la région. Ce travail appartient à la communauté, donc ils seront détruits. Et ce qu'on fait, par contre, on fait une vidéo assez important, c'est-à-dire chaque fois on essaie de parler avec des gens dans l'Institut, entièrement interne dans l'Institut, pour dire est-ce que vous connaissez cet artiste, qu'est-ce que vous avez pensé sur cet artiste-là, etc. Donc il y aura à la fin de ces 4 années, il n'y aura qu'une vidéo qui témoignera de 8 projets différents. Oui.
Ça, c'est un autre projet dans l'espace public. Ici, on est à Basel, en Suisse. Ce travail s'appelle Autofreundlich Altar. Ça aussi, c'est dans l'espace public. C'est un tout petit groupe d'artistes, de jeunes artistes, collectifs d'artistes qui s'appelle Kaskadenkondensator, qui m'a invité de faire un projet. Et j'avais choisi de faire un altar, comme j'en ai fait déjà 3, il y en a 4 en tout, un altar ou un autel. Et c'est un autel à l'hommage de quelqu'un que j'admire. Ici, je choisis l'artiste Otto Freundlich, qui était un artiste qui vivait dans les années 40, 30, 40 à Paris, qui était contemporain du Picasso et d'autres, et qui avait fait un travail sur l'abstraction spirituelle et l'abstraction non formaliste. Et il est mort. D'ailleurs, il est mort dans un camp concentration et il est disparu. Et j'ai voulu faire un autel pour lui. Et là aussi, l'endroit est très important, le choix de l'endroit, c'est-à-dire d'abord, justement, pas au centre-ville forcément. Les gens, ils ne meurent pas dans le centre-ville forcément, ils meurent, je ne sais pas, sur la route. Ici, une photo, justement, une vraie photo d'un vrai hôtel de quelque part dans le paysage. Peut-être quelqu'un a emprunté le chemin de fer ou a justement pas respecté qu'il y avait le train qui arrivait, il est mort là et les gens apportent pour lui des témoignages d'amour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est après le choix de ce lieu, qui est non-lieu aussi, c'est tous ces éléments qu'on ajoute, qui sont des éléments, donc des bougies, des teddy bears, des cartons où on écrit des choses dessus. Et je trouve ces choses ont une force plastique très intense et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le respect que les gens portent à ce genre des dispositifs, parce que tout le monde les connaît et le lie à des gens célèbres, Lady Di, John F. Kennedy Jr., ou peut-être la voisine qui avait un accident de moto ou le voisin qui s'est suicidé. Ici, compte pareillement comme dans l'autre projet qu'on a vu dans l'espace public, il faut l'entretenir, il faut ajouter peut-être des bougies s'ils ont brûlé jusqu'en bout, ou il faut ajouter des fleurs. J'aimais ce petit band rouge et blanc parce que ça apporte le côté un peu semi-officiel, semi-protégé. Ça, c'est une exposition dans une Kunsthalle en Suisse. Le travail s'appelle Swiss Army Knife. J'ai voulu faire un travail autour de couteaux suisses, c'est-à-dire autour de solutions que apporte le couteau suisse et pas des problèmes qu'il essaie de résoudre. C'est-à-dire le couteau suisse, il propose des solutions pour des non-problèmes. Et moi, j'avais choisi 15 problèmes qui sont des problèmes liés j'appelle ça liés à la Suisse, l'armée suisse par exemple, ma position par rapport à ça, l'art brut, l'art concret, mais aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la Suisse. Et chaque fois, j'avais fait avec des panneaux, une sorte de explication sur ce problème spécifique. J'aime travailler avec ces panneaux et pas au mur, justement, parce que je trouve les panneaux, ils sont des choses qui mettent à discussion les choses. C'est-à-dire les gens me semblent moins figés qu'au mur. Ces panneaux sont là pour mettre à l'épreuve. C'est pour ça que j'ai travaillé avec ces panneaux. Ici, tout est relié ensemble, c'est-à-dire chacun des éléments est relié avec des tuyaux en papier aluminium. Ici, c'est juste une photo qui de nouveau m'aide pour mon travail. C'est quelqu'un qui a un problème d'allergie, qui soi-même a dû se construire une maison pleine d'aluminium pour ne pas être
en relation avec des corps qui peuvent lui faire du mal. Ça, c'était, par exemple, ça, c'était les thématiques de la chirurgie esthétique. Il y avait, par exemple, il y avait une table qui montre des exemples de chirurgie esthétique. Et en haut, il y avait des jeunes gens avec leur tête et reliés avec du papier aluminium. Ce que j'aime faire, c'est donner forme aux choses, c'est-à-dire pas faire une forme, mais donner forme, c'est-à-dire ce que je peux faire, moi, comme artiste, donner la forme, relier les choses ensemble, et physiquement. Et c'est pour cela, partout, les liens avec le papier aluminium. Ici, ça c'est le coin de l'art concret, avec un vidéo intégré. Toute la salle, ici c'est le coin du luxe, avec une documentation. Toute la salle, il faut s'imaginer, il y avait 4 salles. J'avais englobé toute l'architecture avec un drap rouge qui faisait comme abstraction des 4 salles. Donc j'ai voulu faire tout autour, avec le papier, avec le drap rouge, un salle entier, en prenant abstraction des murs entre les salles. J'aime bien, dans mes expositions, ne pas prendre compte de l'architecture, de travailler avec les contraintes du lieu donné. Ça, c'est un autre projet en 87, celui-là. Les autres étaient 89, 99, 98. C'est Lascaux 3 à Bordeaux. J'avais fait une grotte pénétrable, une grotte contemporaine. Une grotte avec au mur des images et des stalagmites et des stalactites. Et les gens pouvaient entrer et ressortir. Cette grotte, je les ai posées à 4 endroits différents. Une sur la place Saint-Michel, une place assez populaire. Une autre dans un Burger King. Une autre dans un shopping center. Et une quatrième et la dernière dans un appartement. Ce que j'ai voulu avec ça, c'est de montrer ou démontrer ou essayer de montrer ou affirmer que mon travail peut être partout, à la fois dans l'espace public comme dans l'espace privé. Ce qui m'intéresse, c'est proposer une lecture non hiérarchique des choses. C'est pour ça que je choisis la grotte. Parce que je trouve une grotte, si on y va dans une grotte, il y a des peintures au mur et on est en dehors d'un jugement sur leur importance, sur leur valeur. Parce qu'ils nous sont portés sans une hiérarchie. Je veux dire déjà visuellement, parce que des fois les peintures sont très grandes et des fois il y a des petites empreintes et on ne sait pas vraiment les raisons encore aujourd'hui pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une grotte contemporaine. Moi, je l'appelle celui-là Lascaux 3, parce que, comme vous savez, il y a Lascaux, la vraie grotte, la grotte originale. Il y a la deuxième, qui est donc Lascaux 2, et qui est la copie de la première. Et je voulais l'appeler Lascaux 3 pour faire aussi appel qu'éventuellement, évidemment, il y a d'autres grottes qui existent qu'on ne connaît pas encore. Évidemment, des projets comme ça ne sera pas possible sans l'aide des étudiants de Bordeaux qui m'ont beaucoup aidé pour faire des montages, expositions et montages pendant 12 jours de suite. Quand je fais des interventions dans l'espace public, je ne suis pas au premier chef, je ne suis pas intéressé aux réactions. C'est pour moi, je donne ça et je le laisse et les réactions, ce n'est pas un travail interactif, c'est un travail affirmatif dans l'espace qui n'est pas l'espace de l'art. Ce travail, ça c'est à Bienne, en Suisse.
dans une exposition de groupe qui s'appelle Nonchalance. Ce travail s'appelle Pilatus Transformator. Vous voyez le petit avion. Et ça, c'est comme moi j'aime bien travailler, c'est-à-dire sur des thématiques précises et ponctuelles. Ici, en Suisse, comme vous le savez, on a le système de la démocratie directe avec la neutralité et tout ce que ça comporte comme contrainte et comme système dégénéré. Notamment, il y avait une votation en Suisse et la votation tournait autour de la possibilité, oui ou non, être pour ou contre l'exportation des armes pour faire la guerre. Et il y avait un avion, ces avions s'appellent Pilatus Porter, qui est un avion civil. Et cet avion civil, on le voit ici le modèle, cet avion civil, par contre, avec très peu de choses, par des pays très pauvres, il peut être transformé en avion de guerre. Par exemple, le Honduras ou d'autres pays l'utilisent comme ça. Et alors la question aux gens en Suisse était, est-ce que vous êtes pour ou contre l'exportation, même si l'avion peut être transformé en avion de guerre? Vous voyez la complicité des choses comme ça. C'est-à-dire que ici un modèle justement de cet avion, Pilatus Porter, et ce que je critique, c'est pour ça que je travaille là-dessus, c'était qu'il n'y avait plus une question politique, mais la question est devenue moraliste, pas morale, mais moraliste, et en même temps une question par rapport à ses intérêts, parce qu'évidemment, il y a toujours en jeu le chômage ou pas de chômage. Et donc, toutes les questions tournaient que autour de ces questions. Donc, moraliste, l'Église se mêlait, ou chômage ou pas chômage. Et j'essaye, avec un dispositif, à la fois de rendre compte, avec des documents au mur, des éléments qui essaient d'expliquer, et en même temps d'introduire d'autres éléments, comme ici, par exemple, ce qu'on voit au sol, ce que j'appelle la tâche de conscience, encore un essai de donner forme à quelque chose, la conscience. La montre, elle est là pour représenter le temps, time to go, time is money. Ça, c'est le dernier travail que je veux vous montrer, c'est Sculptur Sortir Station à Münster, dans le projet Sculptur Projekt in Münster. Ça, de nouveau, c'est un projet dans l'espace public. J'ai voulu faire comme un petit, presque un musée ou un lieu qui accueille des choses exposées. Il y a des vitrines. Et dans ces vitrines, j'avais fait des sculptures. En fait, toutes ces sculptures sont des prétextes de sculpture. C'est-à-dire, ils sont faits sans volonté de volume, mais ils sont faits juste avec la volonté de mettre dans la troisième dimension une pensée de la deuxième dimension. Ici, une figure de Otto Freundlich, tout simplement filmée, des larmes en action et d'autres larmes accrochées, etc. J'avais choisi de mettre 10 différentes prétextes de faire la sculpture. Si vous voulez, pour m'exprimer, qu'est-ce que c'est un prétexte de sculpture, pour vous comprendre, c'est que par exemple, il y a les Oscars, l'Oscar ou en France les Césars. À la fois c'est un prix, on sait qu'est-ce que ça veut dire, et en même temps, c'est réellement une sculpture. Et donc, c'est pour ça que ça, c'est une sculpture prétexte pour moi. Et ce photo, d'ailleurs, par contre, ça, c'est un autre prétexte. Ça, c'est une des sculptures de Rudolf Heitzmann, qui était montrée dans l'exposition Art dégénéré à Munich, et dans les années 30. Et je n'avais jamais vu la vraie sculpture, parce qu'elle est disparue de toute façon, et j'avais juste vu des photos. Et j'ai voulu la refaire, cette sculpture, et lui donner une forme.
Et c'est pour moi un des prétextes, on l'a vu tout à l'heure et on le reverra encore, c'est une des prétextes comment j'ai abordé ici le thématique de la sculpture. Le choix de l'endroit ici aussi, c'est très important. J'avais choisi de mettre à côté des poubelles, mais plutôt là où on trie la poubelle. Et c'est pour ça aussi que je l'ai appelé Sculptur Sortir Station, c'est-à-dire je l'avais voulu mettre là où les gens ne viennent pas forcément pour voir de l'art, mais là les gens viennent pour jeter justement les verts, jaunes ou bruns. Et donc à travers ça, ils découvrent de l'art. Ici, on voit dans ce premier compartiment, on voit cette sculpture que j'avais refait de Rudolf Heitzmann. Ce travail-là est resté dehors pendant 5 mois. Il a fallu de temps en temps réparer, mais il n'y avait pas des grands dégâts. Voilà, merci. Alors voilà, si vous voulez poser des questions, j'essaierai de vous répondre. Sur ce que vous avez vu ou sur des choses en général. Oui. Avec les autorités, moi, évidemment, ici, dans ce cadre, par exemple, la dernière qu'on a vue, ou d'autres qu'on a vues, c'est souvent, si c'est dans un projet avec d'autres, ce n'est même pas moi qui dois faire la démarche. Si, par contre, si c'est dans un cadre comme le Otto-Freundlich Altar, ces choses que vous avez vues aux côtés de la rue, comme un hôtel, là, il ne faut même pas demander. Il faut tout simplement le faire. Et d'ailleurs, il est très bien compris parce que lui-même, il est de manière non agressive, ce proposition non agressive. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions, mais j'évite de demander l'autorisation. Dans des cadres un peu plus, effectivement, comme la dernière, la Sculptur Sortir Station, pendant 5 mois, et où il a fallu aussi empiéter un peu sur la rue, il faut des autorisations. Et là, évidemment, c'était simple parce que c'était la ville, c'était un projet, si vous voulez, de la ville. Et donc, cette autorisation ne posait pas de problème. Mais je n'avais jamais rencontré des problèmes. Et même si un jour il y aura des problèmes vraiment graves, je veux dire, je trouve que ça fait partie du travail. Si on fait un travail dans l'espace public, je pense qu'il faut compter avec les intempéries, le pouvoir et aussi avec la violence des gens qui se sont agressés et qui peut-être détruisent votre travail. Pourquoi la voiture Ford? Pour moi, Ford était ce que je pensais le plus par rapport à l'idée de la globalisation, c'est-à-dire la pensée numéro 1. Vous voyez, ça suffit pas d'être très grand, il faut être numéro 1. Sinon, à court terme, on est foutu. Par exemple, les compagnies aériennes, maintenant, il faut se regrouper. Et bientôt, à mon avis, il n'y en aura que 4 grandes compagnies qui ne s'appellent plus Air France, qui s'appellent Star Alliance ou comment s'appelle l'autre, World Airlines ou des choses comme ça. C'est-à-dire, avec le Ford, c'est pour ça que j'ai pris plusieurs voitures de la même forme, mais d'une taille différente, et toutes sont des Ford pour moi. J'ai voulu aussi, avec ça, introduire, plastiquement, une autre échelle. C'est-à-dire que, vous voyez, à Venise, j'ai essayé qu'il y a plusieurs échelles, et pas une seule échelle, et pas 2 échelles, plusieurs échelles. C'est ça que j'ai essayé de faire à travers de ce Ford modèle. J'appelais ça le Ford modèle.
et l'autre question, bataille. Effectivement, bataille, comme trois autres philosophes, j'avais fait des hôtels dans le coin, dans les quatre coins. Et pour moi, il y avait là-dessus, il y avait le sport, représenté par Nike, Reebok, Adidas et Puma. Et j'avais ajouté, pour moi, les hôtels, c'était un peu le dernier rempart de... Pour moi, c'était le dernier rempart. Le sport, la philosophie, la religion. Et c'est pour ça que j'avais mis un de celui-là à bataille. Il y avait Deleuze, il y avait Gramsci, il y avait Spinoza. Pardon ? Oui, une question que je me pose, c'est il y a des pièces qui datent de 87 jusqu'à 99, et le système de représentation est toujours le même. Vous vous ennuyez pas des fois? Non, je ne m'ennuie pas. Mais vous peut-être? Ça vous a ennuyé un peu? Au fur et à mesure, ouais, ça a peut-être envie que des matériaux changent ou qu'il y a une mutation, qu'il y a un transfert. Oui. Mais vous voyez, comment je peux vous dire? D'abord, moi, quand je travaille, je me dis, moi j'ai une mission. Je veux faire mon travail. Une mission, c'est pas une mission religieuse, c'est pas une mission militaire non plus. Mais je vais vers les gens dans des endroits différents et je leur montre leur travail, mon travail, je leur montre mon travail. Et évidemment, il y a une question de vocabulaire, il y a une question de matériaux, mais j'essaye, avec des thématiques différentes et avec les choix de lieux différents, j'essaye chaque fois à nouveau faire un travail juste. Évidemment, c'est raté, mais moi, je ne peux pas... vous voyez, moi, j'évolue très lentement. Évidemment, si on voit ça compact comme ça dans une demi-heure, ça semble un peu tout pareil. Évidemment, là, il y a aussi juste 3 ans de travail. Et encore, je n'ai pas tout montré. Mais je peux comprendre ça, mais je ne travaille pas pour... si vous voulez, je ne travaille pas pour l'histoire de l'art. Moi, je travaille pour... je veux dire, pour les gens sur place. Et j'essaie de montrer à eux mon travail qui évolue avec un rythme qui n'est pas le même rythme, évidemment, des revues d'art, par exemple. Ou, je veux dire, juste pour dire qu'il y a un autre rythme, parce qu'il faut toujours voir de nouvelles choses comme ça. Et c'est pour cela que je comprends à la fois les questions, et même peut-être il y a à s'interroger dessus, est-ce qu'il faut faire autant de projets, etc. Mais... moi, je me considère comme un travailleur, comme quelqu'un qui peut le faire et qui voyage et qui fait ce travail d'exposition dans des lieux qui sont souvent quand même des lieux très différents. Mais je veux dire, mais qui était à Amsterdam? Qui a vu ça à Amsterdam? Qui a vu ça à Umeå? Qui va voir ça? Qui a vu ça? Bon, à Venise peut-être, parce que c'était une exposition où il y a plus de gens. Mais je réfléchis dans des termes comme ça. Non, mais c'est peut-être pas naturel, mais je pense, moi. Moi, je vois beaucoup de papier aluminium. Je vois, je sais pas, peut-être parce que maintenant, regarde plus sur ça. Mais ce qui m'intéresse, c'était, par exemple, le papier aluminium, d'abord, c'est un matériau qu'on utilise pour englober un sandwich
ou pour, en même temps, pour décorer justement une discothèque, mais pas, évidemment pas les discothèques chics de Lyon ou de Bordeaux ou de Paris, mais plutôt des discothèques de campagne. C'est aussi un matériau où on met les fleurs, par exemple, on englobe les fleurs dedans. C'est-à-dire, c'est un matériau aussi qui m'intéresse parce qu'elle-même n'a pas de volume. Elle est juste faite pour contenir quelque chose. Et je trouve ces matériaux, dès qu'on l'utilise, ils abîment aussi. Quelque part, il est dévalorisé. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pas que moi, je trouve, après, les gens se retrouvent dedans. C'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste, j'utilise ces matériaux parce qu'il me semble un matériau si vous voulez, qui n'a pas de valeur apportée dans le travail d'art. C'est-à-dire, si vous faites une sculpture en marbre, vous amenez déjà le marbre. Si vous faites quelque chose en or, vous amenez déjà l'or. Et c'est pour ça que j'utilise ces matériaux comme ça. Mais je ne suis pas sûr, est-ce que j'ai vraiment répondu à votre question? Oui, mais moi je trouve la question de matériaux est très très important. Très très important. Parce que d'ailleurs, souvent, je ne comprends pas que dans l'art, par exemple, je ne comprends pas la présence des matériaux dites qui s'imposent. Je ne sais pas, le verre, par exemple, ou des tables hyper lisses, hyper bien faites. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus, par exemple, les projections vidéo. Je veux dire, dans l'art, par exemple, je ne comprends pas. Il me semble qu'il y a un vocabulaire contemporain qui est là, quoi, qu'on utilise pour faire ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces matériaux-là, qui me semblent pas des matériaux de carton, le scotch, qui me semblent pas a priori destinés à avoir un avenir valorisant. Et c'est pour ça que quand, par exemple, j'utilise l'adhésif, c'est aussi, et c'est là un peu la question que peut-être vous m'avez posée, c'est que, par exemple, quand votre voiture quelqu'un casse le vitre derrière, dans votre voiture pour voler quelque chose, et le lendemain, vous rendez compte que la vitre est cassée, alors tout de suite, vous le réparez avec quoi vous le réparez? Avec du scotch, parce que ça, vous avez à la maison. Et c'est cette immédiateté où vous ne posez pas la question du matériau, mais où vous voulez tout de suite réparer ce qui est arrivé. C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est-à-dire, donc, déjà, il y a deux choses. Il y a une chose est que, effectivement, sur la sculpture de Lady Di, il n'y a pas de graphes d'ailleurs, mais il y avait, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui a jeté de la couleur dessus, comme ça, parce que peut-être il était contre Lady Di ou je ne sais pas quoi. Donc il y avait une sorte de, en guillemets, attentat. Et j'ai voulu recréer ça. Évidemment, moi j'ai demandé à un graffeur, parce que ils sont meilleurs que moi pour le faire, et c'est lui qui l'a fait. Pour le graphe ou le tag, moi ce qui m'intéresse, c'est que c'est sans auteur. Il n'y a pas d'auteur. En fait, même s'ils signent avec leur nom ou avec leur nom d'empreinte, il n'y a pas d'auteur. C'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, vous voyez, il y a 10 ans ou 15 ans, Jack Lang et tout ça, ils ont pensé, les graphes et les tags, ils ont pensé que c'était un nouveau phénomène artistique. Mais moi, je ne l'utilise pas du tout comme ça. Ce n'est pas artistique. C'est une expression. Vous voyez, les graffeurs, ce n'est pas des artistes. Non, moi, je m'en fous de ça. Est-ce qu'ils sont des artistes ou pas? Mais je ne l'utilise pas comme art. Vous voyez, ce n'est pas de l'art. Je l'utilise, moi, comme je découpe quelque chose, un collage. C'est un élément de plus, c'est un collage de plus. C'est pour cela que j'ai pu demander, par exemple, à quelqu'un de tout simplement le graffer
ce sculpture. Je pense justement, par exemple, il y a 15 ans, peut-être vous ne savez pas, mais bon, il y avait Check Lang et tout ça, il a fait venir des graffeurs dans les galeries et tout ça. Et en fait, c'est ça c'est pas ça. C'est-à-dire, ce n'est pas ça le propos et pas du tout celui-là. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a pas de copyright, Avec tout ce que je travaille, il n'y a pas de copyright. Et donc, ça me semblait un élément en plus. Et par rapport au graphe, une autre chose qui m'intéresse, moi, plutôt formellement aussi, c'est que les graphes, ils sont des formes qui réunissent des choses ensemble. Par leur forme, ils réunissent des choses. C'est-à-dire, même si dans l'architecture, vous avez une graphe peut-être sur une partie du toit, et après le bas, c'est-à-dire ça réunit. Et pour moi, c'est important, et c'est pour ça aussi dans cette sculpture, ça réunit les choses. Le haut et le moyen, le milieu et la fondation. Ouais. Oui, ce que j'essaye, deux choses. J'essaye de lier les choses qu'on ne peut pas lier et de comparer qu'on ne peut pas comparer. C'est-à-dire que, et je pense, moi, mon travail est, bon, je l'interprète comme ça, n'est-ce pas? C'est, je peux le faire, moi, mais je dois le faire physiquement. C'est-à-dire, je ne veux pas mettre une image à côté de l'autre. Ça ne me suffit pas. Je veux le relier. Je dois faire donc un lien. Je peux dire, oui, un lien comme ça. Et c'est pour ça que j'utilise ce sorte de lien en aluminium ou en plastique ou autre pour les physiquement lier. Ce qui est un peu limite, ce qui est un peu stupide, mais je trouve ce travail-là, je dois le faire. C'est pour ça que je le lis. Oui. Alors, ok. D'abord, par rapport, évidemment, c'est un tout. C'est un tout. Mais par contre, ce qui était très important, qu'il y a plusieurs aspects. C'est pour ça, sculpture, sortir. Sortir, ça veut dire, je ne sais pas comment on appelle, trier, n'est-ce pas? C'est pour ça, pour trier, il faut que vous avez un choix. Vous devez trier les choses. C'est pour ça que c'est évidemment un tout ça. Donc, et par rapport à ce que vous dites du musée, c'est pas un musée. J'ai essayé d'expliquer un peu que c'était un endroit où de nouveau étaient exposées des choses. Et ce que je voulais faire, et ce que je trouve pour moi important dans l'espace public, c'est effectivement l'accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et gratuit. Et aussi peut-être dans un endroit qui n'est pas un musée, justement, qui n'est pas un endroit comme ça, donc dans la rue. Et c'est pour cela que j'avais pensé, je voudrais faire quelque chose qui a priori fait référence à, par exemple, à des vitrines de magasins, mais en même temps peut-être aussi où des choses sont exposées tout simplement, parce que les choses sont exposées dans un musée, mais comme dans une vitrine. C'est pour ça que j'avais fait cet élément. Et ici, maintenant, moi je pense toujours, au début, je pense aux gens qui habitent là. Par exemple, ici, à Münster, c'est une petite ville en Allemagne avec peut-être 70 000 habitants, dont 20 000 étudiants. Je pense à eux. Et c'est pour ça que j'avais choisi cet endroit qui me semblait un endroit juste par rapport au passage, si quelqu'un veut jeter de les verres et des trier comme ça. C'est pour ça que je l'appelais sortir station. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Ça, c'était une exposition en guillemets internationale. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus de ailleurs pour visiter ça, qui est un peu pervers après, parce que, je veux dire, et ça, on retombe un peu sur cette histoire avec les revues et mon travail, et mon travail dans le temps, parce que je l'ai inscrit dans le temps, et là, il y avait énormément de gens, mais qui étaient des gens qui
qui sont venus à Münster pour voir cette exposition, qui ont emprunté un vélo, une bicyclette, et qui ont pris la bicyclette et qui ont fait le tour dans la ville, comme vous savez peut-être, avec un petit plan comme ça, où on voit là, tiens, je suis vu, et après on se rencontre et dit, tiens, t'as vu ça et tout ça. Bon, ça, il faut faire avec. Je veux dire, mais mon rapport aux gens, c'était penser que là, quelqu'un peut, même à 4 heures du matin, voir un travail exposé dans la rue, dans ces dispositifs. Oui. Ben, mon travail n'est pas un travail interactif, comme vous avez vu. Je crois, il n'y a pas d'interactivité. Il y a pas, je sollicite pas le spectateur pour contribuer, ou il doit rien faire. Il doit que regarder. Il doit que regarder. Donc, c'est à moi d'induire une distance. Et si cette distance n'est que du plastique ou justement une proposition qui est une proposition visuelle. C'est vrai, c'est juste, c'est très important. Je ne demande pas des réactions, je ne demande pas une activité. Le seul acte, c'est de moi de le faire dans ce que je pense un espace autre que peut-être celui-là du musée. Et ensuite, la durée de cette proposition. Et en plus, moi je pense, important, c'est aussi quand ce n'est plus là. Parce que je pense, c'est ça par rapport au projet dans l'espace public qui dure après des années et des années. J'aime bien cette notion de précarité, que c'est quelque chose qui est là et après disparaît de nouveau. Et que peut-être on se rappelle que là, il y avait quelque chose. Et c'est pour moi là où il y a le spectateur intervient. Mais sans aucun essai de communiquer de mon côté avec lui. Non, mais je veux dire, non, je les compte. Mais par exemple, un autre élément, moi, c'est, vous voyez, quand vous êtes artiste, vous dites des choses et après, vous essayez de regarder est-ce que c'est vrai, c'est juste ça ou est-ce que ça tient. Par exemple, la télé. Moi, la vidéo, pour moi, est la télé. OK? Vidéo égale télé. La vidéo, c'est pas le cinéma. Moi, je pense. C'est pas le cinéma. La vidéo, ça vient pas de lumière, c'est un matériau. La vidéo, c'est un matériau. C'est pour cela que j'aime mettre des téléviseurs qui, pour moi, de nouveau, devront faire penser, même d'une manière très très lointaine, peut-être aux actualités ou aux shows télévisés ou je sais pas, ou des choses qu'on a vues à la télé. Donc c'est pour ça que j'utilise la vidéo dans les téléviseurs. Aussi, je pense, par exemple, souvent, quand moi je fais des vidéos intégrées, il n'y a pas de son. Parce que je n'aime pas trop que dans les expositions, le son, il fait toujours attirer les gens, n'est-ce pas? Parce qu'on y va toujours un peu là où il y a du son et tout ça. Donc je coupe tout simplement courte. Il y a souvent, pas toujours, il y a souvent pas de son. Mais ça, c'est un point. Mais par contre, l'autre, par rapport à la projection, je dis juste, par exemple, un élément qui m'importe, c'est la taille. Mais si vous avez un écran de télé, il est toujours la même taille. C'est-à-dire, bon, il est un peu plus petit, un peu plus grand. 60 cm ou 30 cm ou peut-être encore un peu plus grand. Il est peut-être plat ou pas plat, mais il reste toujours dans les limites. Ce que je ne comprends pas, c'est vrai, c'est les projections sur des immenses écrans où je ne sais pas pourquoi, moi. C'est pourquoi. Et j'ai quand même une hypothèse, c'est pour intimider. C'est pour intimider, pour faire grand. Et c'est pour cela que, personnellement, je ne le fais pas. Et c'est des choix très formels, mais qui sont liés à ce que j'ai essayé d'expliquer avec les matériaux, et avec le handmade, fait main,
Et ça rejoint ça. C'est-à-dire, essayer, si même c'est grand, si même, peut-être vous avez vu à Venise, les cuillères sont grands, ils sont faits main grand. Il n'y a pas une technique qui les agrandit dans un format un peu illimité. Parce que c'est vrai que des fois dans des musées, je vois une vidéoprojection, on se dit, bon, ça remplit bien le mur derrière, mais si le mur était plus petit, ça remplira aussi. Alors, par contre, la télé, elle reste toujours à la télé. Et celui-là? Oui, non, mais ça, c'était juste pour... Moi, j'y vais comme un touriste qui filme mon propre travail. Et ça, c'est juste pour rendre compte, c'est un document. Oui, ben, évidemment. D'ailleurs, oui, mais bien fait. Moi, j'y crois. Non, c'est pas que j'y crois, mais je pense beaucoup à l'énergie et pas à la qualité. Parce que moi, je crois, c'est foutu, la qualité, on peut pas. Vous pouvez pas être meilleur. Vous pouvez pas être meilleur que 1 milliard de Chinois, quoi. C'est pas la peine, quoi. Moi, je crois qu'il faut. C'est question de qualité. Personnellement, j'ai toujours vachement mal avec ça parce que je sais pas qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a la qualité. Par contre, moi, je sais juger l'énergie que quelque chose dégage. Et donc, du coup, moi, je m'en fous de la qualité. Et en plus, je pense par exemple à la vidéo. C'est un des rares trucs où vous pouvez être mauvais, vous pouvez ennuyer, vous pouvez faire des vidéos pendant des heures et des heures, on s'en fout complètement. Vous pouvez le faire. Sinon, vous ne pouvez plus le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Et c'est l'ennui, être techniquement pas à la hauteur, en général assez mauvais. Je crois plutôt. Si par contre l'énergie est là, je crois que ça vaut largement la peine. Mais il ne faut pas faire des efforts non plus pour ça. Mais je trouve juste ces questions techniques, je trouve qu'ils sont surévaluées. Ouais, moi, oui, oui, bien sûr. J'aime Joseph Beuys, j'aime Andy Warhol, Kurt Schwitters, Robert Filiou. Je veux dire, tous des artistes euh, qui pour moi avaient tenté de faire quelque chose de radical, peut-être pas forcément sur la même ligne, mais d'une manière qui essayait de dépasser aussi. Je trouvais l'œuvre ou l'objet art et chacun dans son temps et chacun pour quelque chose m'a beaucoup aidé. Par exemple, Robert Filiot, je ne sais pas, vous connaissez l'artiste français. Je trouvais, lui, par exemple, il m'a aidé, je veux dire, je trouve, lui, travaille avec des cartons, des choses comme ça, des éléments où il a induit sans aucune crainte par rapport à la conservation. Il a utilisé des choses comme ça, parce que lui, il avait vraiment quelque chose à dire. Et donc, je trouvais ça ce rapport-là m'intéresse. Joseph Beuys, la sculpture sociale, c'est-à-dire que lui qui travaillait avec des matériaux que jusqu'alors personne n'a travaillé, je trouvais d'une manière très juste, et même dans l'échec de ce qu'il avait essayé de faire, c'est-à-dire dans son travail d'induire la politique comme quelque chose par exemple, il a essayé avoir un mandat pour les Grünen, les Verts en Allemagne, ça foirait complètement, tout ça. Mais cet essai de dépasser un objet d'art ou tout simplement son être artiste, ça m'a beaucoup, oui, ça m'a influencé. J'étais pas dans leur école, mais c'était mes professeurs. Andy Warhol, c'est aussi quelqu'un, à mon avis, qui a toujours fait quelque part un peu la même chose. Il était dessinateur, illustrateur, et qui, avec grande lucidité, et je trouve beaucoup de justesse par rapport à sa vie aussi d'homme, comme ça. Je trouve qu'il avait poursuivi quelque chose qui l'a intéressé, sans
sans se soucier, en fait, parce que les débuts, et aussi assez tard d'ailleurs que lui, il a commencé de travailler. Bon, et c'est des choses comme ça, liées à leur vie et à leur travail. C'est des gens comme ça qui m'ont influencé. Schwitters, je pourrais dire, lui qui a essayé de travailler dans l'espace avec le Merzbau, d'autant plus qu'il était détruit 2 fois, c'est-à-dire il a essayé 3 fois de refaire le Merzbau avec une grande ténacité dans des endroits différents. Et c'était chaque fois, si vous voulez, moins bien aussi que la première fois où il l'a fait à Hanovre, des choses comme ça, mais m'ont beaucoup intéressé et marqué. Et en fait, effectivement, ça c'est peut-être un peu des artistes qui sont évidemment morts depuis longtemps et plus vraiment dans l'actualité comme ça, mais je trouve, moi ça m'a aidé plutôt à être un peu, rechercher un peu ça, le passé un peu plus passé, voilà, un peu plus loin que coller trop à l'actualité du moment. C'est-à-dire de faire cette forme, de faire ce lien. Parce que je ne suis pas d'accord avec vous sur que le spectateur crée le lien. Il le dit, mais il ne le fait pas. Il a toujours la possibilité de dire c'est une image et une autre image. Et je veux dire, c'est peut-être pas vrai ce que je dis là comme ça, mais moi je sens cette nécessité de le faire, ce lien, pour vraiment qu'il y a le lien. Et par contre, ce qui est juste, ce que vous dites, c'est que le lien devient lui-même important. Mais ça, je veux. C'est-à-dire que c'est... parce que c'est ça qui est important. C'est pas le point qui est important, c'est le chemin entre les points. Et le « et » est important, vous voyez. Et pas... quand vous dites... Parce que quand on dit « oui, c'est un lien et tout ça », mais ça, j'y crois pas trop à ça. Donc il faut faire... Et c'est par exemple, là, je trouve... Moi, je fais mon travail d'artiste parce que je le donne, ce lien-là. Je le fais vraiment. Et je m'engage avec ce lien. Peut-être que tu peux nous expliquer ce qui a motivé le fait que tu abandonnes ton travail avec Grappus pour devenir artiste. Alors, bon, d'abord, quand je suis venu à Paris, je ne suis pas venu pour faire de l'art. Moi, j'ai voulu être un graphiste engagé et qui fait... parce que le graphisme, ça m'a toujours plu parce que je trouvais le graphisme, c'était le travail. Là, on pouvait avoir une vraie prise sur la société, sur les gens. Et donc, je voulais être graphiste parce que je trouvais qu'eux, ils font des affiches, ils sont dans la rue, ils font des choses avec vraiment une prise sur les gens. Et donc, c'est en fait une des raisons importantes pourquoi je suis venu à Paris pour faire du graphisme avec ce collectif communiste, Grappus, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, ensuite, par contre, dès le premier rencontre, le premier jour, si vous voulez, j'ai compris que c'était une erreur. Parce que c'était en fait, c'est un atelier de graphisme qui travaille comme tous les ateliers de graphisme, même s'ils ne font pas la pub pour le Parti communiste ou pour la CGT. Ils ont d'abord une structure hiérarchique avec les gens qui exécutent et les gens qui dirigent. Et en fait, tout marche évidemment sur la commande et l'offre et la commande. Et donc, en fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais, moi. Mais si vous voulez, moi, j'étais perdu aussi. J'étais perdu, je voulais quelque chose et je ne savais pas comment l'atteindre. Et le graphisme, ça m'a semblé, ou ce collectif de graphistes, ça m'a semblé... J'étais d'accord avec leur position politique et j'étais d'accord avec leur forme qu'ils avaient fait, que je trouvais créatif et je trouvais fort. Par contre, quand j'avais vraiment compris que ça, c'est comme, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui exécute ce qu'on lui demande de faire, un peu mieux que d'autres, et pour des bonnes raisons, si vous voulez, en guillemets, j'avais compris que c'était tout simplement une question politique que je me suis posée, et pas une question d'artiste. Mais je n'étais pas un artiste, je n'étais pas conscient. Et si vous voulez que
avec le rencontre avec Grappus, avec les gens qui tournaient autour, qui étaient des gens intelligents et qui m'ont aidé un peu à prendre compte aussi de quelque chose que je voulais, qui était une erreur, qui était quelque chose. J'ai voulu faire quelque chose à la fois pour les gens, mais en même temps de moi-même, de moi, quoi, sans que personne ne me demande de le faire. C'est pas possible, vous voyez, de le lier des choses comme ça. Et donc, à Paris, dans une assez grande isolation, j'avais compris ça, que c'était pas ça, et j'avais quand même pensé que les formes utilisées, c'est-à-dire les photos de l'actualité, les textes et les formes fortes et affirmées, c'était quand même mon vocabulaire, et je pensais rester fidèle à ça, mais en les développant, mais en ne plus me fixant sur cet objectif d'être un graphiste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup aussi parce que je suis venu pour ça à Paris, et c'est pour ça que je peux rester à Paris aussi, c'est-à-dire je ne vais pas venir pour l'art à Paris. Et c'est pour ça aussi maintenant, je suis venu pour une autre raison et j'ai développé mon travail là, grâce à des gens, des rencontres à des gens. Je trouve ça très important. Pas des artistes forcément, des gens qui ont regardé mon travail, qui ont un regard extérieur à mon travail et qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose, mais je devrais le travailler de moi-même. Oui. Enfin, moi, j'aimerais savoir comment il intervient par rapport aux autres objets dans la pièce. Oui, un texte, il dit de Manuel Joseph, un écrivain. Global, permettez-moi de dire une chose. D'abord, moi, pourquoi donc quelques-uns de mes amis sont des écrivains ou des poètes, des jeunes comme ça, que je trouve, j'aime bien discuter avec eux et j'aime bien partager, pas le même résultat, mais peut-être partir des mêmes préoccupations. Et par exemple, Manuel Joseph est un de celui-là. Et notamment parce que je trouve souvent les textes dans l'art, critique ou pas critique, ou accompagnatrice, ou dans les catalogues, je le trouve ennuyant, lénifiant. Ils sont faits pour moi selon une grille de vouloir rassurer ou de vouloir, en guillemets, expliquer le travail. Alors Manuel Joseph, c'est un créateur, un artiste, si vous voulez. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de m'expliquer ni son travail, ni le mien surtout. Mais par contre, je trouve dans son texte, je trouve des mêmes préoccupations, par exemple formelles même, des collages, des choses collées un peu de n'importe où qui sont ensemble. Et donc moi j'essaye, et je trouve une exposition peut aussi être un moyen de lire, par exemple, ou de lire un texte ou juste une phrase. Donc j'essaye de intégrer son texte, par exemple, dans une exposition, en le juste mettant à plat sur la table, en mettant la possibilité que les gens peuvent lire. C'est un peu raté, quoi, ou je veux dire, ça marche pas forcément, parce que les gens, ils n'ont pas le temps, ils sont là, pas vraiment là pour lire, ou ils sont pas habitués, quoi. Mais pour moi, ce qui est important, ces textes sont des textes que écrit pour ça. Il est engagé avec ce travail pour ça, pas sur ce travail, ça n'a rien à voir. Et en même temps, pour moi, c'est comme une fenêtre, comme un lien aussi à une autre. Ça pourrait être le cinéma, mais là, c'est l'écriture. Oui, quelqu'un voulait poser une question? Ah.
vous avez fait un zoom sur une tache rouge par terre, et vous dites que c'est la tache de conscience. Et dans pas mal de vos travaux, c'est vraiment le rouge, il y a souvent des atmosphères rouges. Et c'est toujours en relation avec la conscience. Oui, j'essaie de lui donner une couleur et un espace. Encore une fois, c'est volonté de donner forme à quelque chose. Et la conscience, je veux dire, ça n'a pas de forme. Alors moi, je lui donne de la couleur rouge et je lui donne une forme ici. C'était un terrain au sol où on ne peut pas entrer dedans, mais qui en même temps qui est fragile, ou peut-être les gens marchent dessus par inadvertance ou parce qu'ils croient qu'on peut marcher dessus. Donc c'est pour ça que je mets ça au sol. C'est par la volonté de donner à la conscience une forme, un espace et une couleur. Le rouge, c'est une couleur assez. C'est pas une couleur tranquille qui va vous. Oui, mais vous voyez, vous devez choisir une couleur. Alors, évidemment, vous pouvez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne vais pas mélanger une couleur. Moi, je vais pas. Je trouve le rouge et la couleur qui à la fois va avec le sang et en même temps ça va avec le tomate ketchup et en même temps c'est une couleur active et une couleur signal. C'est pour cela que je l'utilise. Et si vous voulez, quand il y a des malentendus, je dois les assumer, évidemment. Mais ce n'est pas, je crois par ailleurs, mon travail a suffisamment d'éléments qui ne disent pas que c'est du sang, par exemple, évitant. Mais si on le pense, tant pis ou tant mieux. Mais effectivement, la couleur rouge est sciemment choisie comme une couleur active, la conscience activée. Mais pour vous préciser un peu votre question. Par rapport à Fabrice Hibert, non. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas très bien son travail. D'abord, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai. Je connais ce travail qu'il a fait avec des expositions où j'ai participé avec lui, mais ce n'était pas des masses. Et donc, non, je sais pas. J'ai mon propre travail, je me préoccupe beaucoup de ça, peut-être trop, effectivement, mais je ne vois pas vraiment de lien avec ce qui l'intéresse, notamment, par exemple, sur l'élément social ou sur l'élément entreprise ou sur l'élément communication, où je vois ma tentative plutôt quelque chose qui ne se veut pas communicatif, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui veut exclure des gens, pas du tout, mais elle ne demande pas une communication, elle ne demande pas une partie pris de quelqu'un d'autre. Donc aussi, par rapport à la production, l'idée, je crois que Fabrice, c'est un peu par rapport à la production que je n'ai pas, quoi. Je veux dire les productions des objets ou des choses comme ça. Donc, non, je pense pas qu'il y a des grands liens, sauf qu'on est les deux à Paris, on travaille dans la même ville et on est à peu près. Moi, il est plus jeune que moi. Voilà, c'est tout. Je pense. Vous avez vu des liens, vous?
Je pense effectivement une critique qu'on peut faire. Moi, je n'ai pas voulu ça, évidemment. Moi, ce que j'ai voulu, c'était de mettre effectivement le focus sur ce que, effectivement, comme vous dites, l'appropriation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'approprient. C'est-à-dire, et en-delà, l'idée que je veux, ou nous, ou je propose de s'approprier le monde, parce que c'est mon monde, ou c'est notre monde. Et je trouve, dans des gestes comme celui-là, je le retrouve. Alors, comme j'essaie de dire, effectivement, c'est un modèle, ce que j'ai fait. C'est un modèle que j'ai fait. Donc, du coup, il est dépendant, quelque part, de quelque chose qui existait. Par contre, et aussi parce que c'était mal compris souvent ce travail, parce qu'on a pensé que c'était lié à Lady Di. Lady Di, c'était juste le heureux hasard de ça. Et moi j'ai vraiment compris que c'était prêt à des malentendus, et donc je le prends en considération. Et en même temps, j'ai trouvé que moi, je n'étais pas intéressé à le projet de la sculpture. J'étais par contre intéressé à ce que justement, ce que j'appelle le rencontre entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Et que ça, qui crée quelque chose qui est assez confus, je l'ai même affirmé, je crois, c'est ça qui arrive, ce moment de confusion. J'ai pourtant, et ça rejoint encore un peu ce qui m'a été demandé tout à l'heure par rapport à la suite, c'est pas parce que je veux pas changer ça, mais je me suis dit, il faut que la prochaine exposition que je fais, je veux faire encore 4 sculptures directes, parce que je voudrais qu'on comprend, ou on comprend, moi déjà, d'abord, je ne voudrais pas me laisser fixer sur cette histoire de Lady Di. Et les 4 autres sculptures directes que j'ai faites sont des sculptures directes sans modèle d'avant. C'est des sculptures directes sur un peu le même forme, avec avec une forme qui reçoit des informations qui n'ont rien à voir avec cette forme, avec le spray ou le tag dessus, et par contre qui sont beaucoup plus libres et moins liés à celui-là de Pont d'Allemand. D'autant plus qu'il y a des sculptures directes un peu partout, si vous voyez. Moi, j'avais vu par exemple une à Berlin. C'est un monument à Ernst Thälmann. Ernst Thälmann était un cofondateur du Parti communiste avant la guerre, et donc il était donc un héros de l'ancienne RDA. Et les jeunes du quartier, on en fait des sprays et des tags et tout ça. Et donc effectivement maintenant des vieux communistes ou je sais pas quoi, les gens, ils ont même dénoncé qu'on suit la mémoire de ça. Mais eux, ils ont donc justement pas non plus compris que c'est en fait une réappropriation de ce monument. Donc, si vous voulez, j'essaye, toujours avec mes expositions, j'essaye de travailler ma position d'artiste avec une thématique très précise, très claire. Alors des fois, j'arrive à que c'est plus fort, des fois moins, mais je veux toujours que c'est la plus d'énergie dedans, mais le résultat, il est inégal. Pour les réalisations que vous faites à l'extérieur, est-ce que vous acceptez que le public se réapproprie aussi votre œuvre ? Oui, absolument. D'ailleurs, bon, ça arrive s'il y a des... Bon, je fais une distinction entre réappropriation et destruction. Je veux dire, je crois que ça c'est normal. S'il y a destruction, il faut juste... moi, évidemment, jamais j'appellerai la police ou des choses comme ça, mais je veux dire, on va le refaire, quoi. On va tout simplement s'en occuper. Par contre, j'avais fait une exposition, par exemple, là aussi à New York, à côté du Guggenheim, et j'avais mis quelques autocollants, et à la fin de l'exposition, qui durait à peu près 1 mois et demi, le mur était couvert d'autocollants, et je trouvais ça très très bien. Donc on ne pouvait même plus vraiment voir à l'intérieur, parce que les autocollants ont bouché la vue. Ce n'est pas quelque chose que je sollicite, mais je trouve toutes ces manifestations, ils sont
il faut vivre avec eux comme si on vit dans l'espace public, il faut en vivre avec eux, il faut prendre les conséquences. Et ou par exemple dans des hôtels que je fais, quand il y a des gens qui ajoutent des éléments, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose que je sollicite, mais si c'est, je veux dire, si c'est fait, je l'accepte. Comment vous décidez du temps d'exposition de votre travail? Dans la rue. Bon, oui, dans la rue, bon, il y a deux choses. Il y a à la fois, par exemple, les trucs un peu plus lourds, comme à Münster ou comme à Premises, vous n'avez pas vu à Guggenheim, où des choses sont inscrites dans une exposition de groupe, où effectivement il y a une durée d'exposition de 3 mois, de 6 semaines, de choses comme ça. Et là, je détermine ça par rapport à ça. Par exemple, il faut regarder que le toit tient, tout simplement, est vachement solide. Par contre, si c'est plutôt moi l'initiative, évidemment sur invitation ou pas, comme les hôtels, je trouve 10 jours. Moi, je trouve une dizaine de jours, 15 jours, c'est suffisant. Parce que je pense que les hôtels, normalement aussi, ne sont pas plus longtemps qu'une dizaine de jours, une vingtaine de jours, comme ça. Donc, ça s'arrêtera là, quoi. Et donc, on va remballer le travail et se retirer. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut le réinstaller ailleurs. Et ce que je fais. Donc, c'est un peu... C'est des décisions très, très pragmatiques par rapport au temps. Ou, effectivement, ce qui peut effectivement intervenir, c'est une action disons, destruction ou de mécontentement avancé qui finit elle-même le travail, ce qui m'est déjà arrivé une fois à Metz, à Borny. Et donc là, ça a duré une dizaine de jours, 12 jours, et là après on a dit bon, c'est bon, on arrête et on démonte le travail. Ouais. Alors, les thèmes étaient à la fois, c'était le luxe, c'était le miroir, c'était Robert Walser qui était suisse, c'était le nationalisme suisse, c'était l'armée suisse, c'était l'or nazi, c'était l'art concret suisse, c'était l'isolement suisse. Bon, c'est un truc très, très particulier. Moi, si je choisis des thèmes comme ça, j'aime mélanger et moi-même introduire non une hiérarchie, pas des thèmes que importants, des thèmes pas importants ou moins ou importants juste dans un domaine culturel, et des thèmes politiques, brisants, ou des thèmes peut-être plutôt personnels. J'aime moi-même, quand je choisis plusieurs thèmes, justement induire cette non-hiérarchie entre les thèmes. Si, moi j'avais fait ça. J'avais, par exemple, parce que je suis suisse et parce que je me suis dit, bon, là les gens vont venir voir cette exposition, Swiss Army Knife, et j'avais donné évidemment, j'avais écrit un texte sur l'armée suisse, j'avais écrit un texte sur l'art brut, par exemple, qui est en Suisse assez présent, et en même temps une réflexion sur ça, et j'avais donné, moi, personnellement, mon opinion, où j'ai essayé de donner avec de l'écrit un élément. Oui. Sculpture directe, ouais.
effectivement, des textes, c'est des éléments qui, du tous les jours, des éléments de tous les jours, en tant que forme, premièrement. Il y a des textes, et ce que je veux, c'est que à la fois, il y a des textes qui sont importants et des textes qui ne sont pas importants. Il y a des phrases qui sont importantes et d'autres qui ne sont pas importants. Mais tous les textes que moi je le choisis pas, c'est pas, si vous voulez, je le choisis avec à la fois une distance et en même temps avec une ouverture, parce que je voudrais que les gens, par exemple, en mettant un texte, par exemple, sur l'obésité, ou en mettant un texte sur le bonsaï, j'essaye de donner une ouverture, j'essaye de non exclure les gens, premièrement. Maintenant, évidemment, on ne peut pas tout le lire, mais quand même, j'essaye. Parce que ma difficulté est comment moi, je peux parler de quelque chose que je trouve très important, mais peut-être enfoui, en ne pas isolant, en ne pas sélectionnant. Parce que ce n'est pas moi qui va couper le texte, l'agrandir et mettre en lettres en or sur marbre. Non. Donc moi, par contre, pour qu'on comprenne que l'importance est dedans, il faut que je mets beaucoup de textes, pour qu'il y a trop de textes, pour qu'on comprenne peut-être, et c'est ça que je veux, qu'il faut faire des choix, il faut choisir texte, même si on ne le comprend pas, peut-être il y a une importance, et que même dans un texte qui est choisi peut-être par hasard, ou dans une phrase peut-être par hasard, il y a quelque chose qui peut être important, ou qui peut être très important, même si ce n'est pas pour soi personnellement, parce que c'est en mélangeant les textes et en les utilisant, comme tu dis, effectivement, comme éléments, je dis juste j'essaye. Je ne sais pas, est-ce que ça marche ou pas, je ne sais pas. Mais j'essaye de dire qu'il y a des choses qui sont importantes et qui dépassent le simple, qui dépassent aussi une pensée hiérarchisée ou une recherche même hiérarchisée, qui peuvent interférer par hasard quelque part, comme ça, venant quelque part. Et c'est pour ça que pour moi c'est important de le traiter tel quel, c'est-à-dire non hiérarchisé, non choisi, non sélectionné, et en même temps de mettre beaucoup, pour justement qu'on comprend que c'est une chose qui est importante ou une phrase qui est importante. C'est pas encore fait. Je suis en train de le faire. Donc c'est Ingeborg Bachmann, une poétesse autrichienne, Robert Walser, poète suisse, Fernand Léger, Lyubov Popova, peintre russe, Emmanuel Boff, écrivain français, Otto Freundlich, artiste français, Meret Oppenheim, artiste suisse, et le dernier était Kurt Schwitters. Donc c'est ça les 8. Donc là, il y en a 2 qui sont faits, Robert Walser et Ingeborg Bachmann. Et le 3e, ce sera Emmanuel Boff. C'est tous des gens que je choisis parce que j'aime leur travail et j'aime leur vie. Oui, alors, bon, effectivement, le choix, c'est un choix très personnel de moi. C'est moi qui choisis, c'est moi qui me lie à eux. Je le trouve important. C'est moi qui les a choisis, je les ai proposés. Il n'y avait pas de discussion possible. Ce n'était pas à eux de me dire, on veut celui-là ou celui-là. C'est moi qui... Mais par contre, c'est tous des gens que j'aime leur travail et leur vie. Donc, je me suis engagé avec eux pour représenter aussi leur travail. Et aussi pour la raison simple, je connais leur travail. C'est-à-dire,
j'ai pas fait des recherches poussées pour les représenter. C'est vraiment des gens dont le travail m'importe et que je connais déjà. Donc c'est parce que l'objet, le Robert Walser, le kiosque, n'est pas seulement, pour moi, c'est un objet aussi qui est justement, sans que les gens entrent dedans, doit marcher ou doit faire appel à ça, et en même temps, il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique. C'est une sorte de, c'est quelqu'un qui est venu pour faire un hommage à quelqu'un spécifique. C'est pas une recherche scientifique. C'est pas la banque de données totale sur cet artiste. Ouais. Pardon ? Oui, absolument. Oui, je pense. Je pense, à la fois je suis aussi désolé, parce que, non mais vraiment, parce que, mais je peux faire rien d'autre, quoi, moi, comme artiste. Je suis désolé, mais c'est ça mon travail, c'est ça l'essai. Mais ça, je suis très conscient et je trouve ça énerve aussi, certainement, ou je sais pas, mais je peux pas faire autrement, moi. Je veux dire, c'est ça que je peux donner parce que je suis justement lié dedans. Et je suis conscient, je crois, mais c'est peut-être moins conscient sur l'effet que ça fait, mais que ça vient de moi, oui. Et je l'affirme. Mais vous voyez, pour moi, derrière, quand je dis moi, quand je dis je, toujours et tout ça, quand j'affirme des choses, c'est plutôt aussi... je ne crois pas que j'ai un ego plus grand que d'autres, pas du tout. Par contre, je veux donner ça, je veux dire, j'ai l'impression, j'aime m'engager, quoi. C'est une sorte d'engagement. Et c'est pour ça que je parle de moi, ou je veux dire, et je cite quelque part moi-même, c'est pas ma personne, mais je suis le transformateur. Est-ce que je veux ou je ne veux pas ? Oui, vous parlez maintenant des artistes un peu que je souvent cités où je fais des choses. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Ouais. Non, mais je le sais. Mais non, je sais. Mais quelque part, pour moi, je la comprends comme me dépassant. Or, elle peut rester chez moi. Mais par exemple, au lieu de choisir le corps ou de travailler avec le corps ou sur le corps ou des choses comme ça, je veux dire, j'essaie d'amener avec ce qui m'est propre à moi. Vous voyez, ce qui m'est propre à moi. Et d'essayer de rester libre. Et ça, c'est très difficile. Libre avec ce qui m'est propre. Et c'est ce que j'essaie. Alors, il est bientôt 4 heures, je dois m'en aller. Est-ce qu'il y a une dernière question qui vous brûle ou quelqu'un veut absolument encore avoir une réponse ou un esquisse de réponse ? L'œuvre que vous avez présentée à Saint-Étienne, que le musée de Saint-Étienne a acheté, elle parle de quoi exactement ? Non, ce travail s'appelle World Corners. World Corners, c'est ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai essayé de faire, de dire que moi je suis dans l'espace et il y a de 4 coins. Là, c'était les 4 coins, c'est pour ça que je les ai choisis. Mais il y a des influences qui ne sont pas des informations. C'est pas des informations. C'est pour ça que j'ai utilisé, par exemple, là, la lumière qui essaie de rayonner et qui a essayé pour moi, d'influencer. Et c'est pour ça que j'ai choisi des thèmes très banals, l'économie, la politique, la religion et la culture. Je voulais dire que je suis sous influence de un de ces 4
terme, pas sur l'information de celui-là, mais sur l'influence. Et où je me déplace dans l'espace, je suis influencé. Et évidemment, tous les éléments sont liés ensemble, mais c'est pour moi, est-ce que c'est dans l'Internet, est-ce que c'est dans mon essai de proposer, est-ce que c'est dans la rue ou est-ce que c'est dans la maison? Pour moi, c'est la même chose. L'influence est là. Et c'est ça que j'essaie de faire avec ce travail qui s'appelle donc World Corners. C'est-à-dire que la Terre commençait et comment on appelle, un ballon, n'est-ce pas, et que là, il y a des coins. Donc, c'est ce chose pesant qui nous pèse ou qui me pèse, qui influence sur moi, qui me fait pas que je suis pas libre ou pas assez libre. C'est ça que j'ai essayé d'exprimer avec ce travail. Bon, je vous remercie.